Salut les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la biophie et avec l'interaction des rayonnements avec la matière. Donc c'est un cours assez simple, il y a quelques définitions à connaître, les QCM sont généralement les mêmes, donc il y a une méthode à comprendre. Une fois que la méthode est comprise, c'est généralement la même chose. Donc il y a les QCM de calcul qui sont tout le temps les mêmes et les QCM de définition qui varient, mais en soi c'est souvent les mêmes définitions qui retombent. Alors on va commencer. Tout d'abord, on a deux types de rayonnements. On a les rayonnements électromagnétiques, donc les photons, et on a les rayonnements particulaires, qui sont des particules avec une masse, comme les protons, les électrons, les choses comme ça. Le transfert d'énergie à la matière se fait de trois manières. Soit l'échauffement de la matière, soit l'excitation des atomes de la matière, soit la ionisation des atomes de la matière. Alors, la ionisation des atomes, c'est une expression. C'est l'électron qui est ionisé hors de l'atome. Du coup, l'atome sera lui-même ionisé, mais ce n'est pas lui qui s'en va. Ce n'est pas l'atome qui quittera la matière, c'est l'électron qui quitte l'atome. On va commencer par les rayonnements ionisants. Donc, on a les rayonnements directement ionisants. C'est tout ce qui est chargé, comme les électrons, les protons, les particules alpha, les particules bêta+, et bêta-, positons, négatons. Ils ont des interactions dites obligatoires parce qu'elles sont chargées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir soit des interactions directes, collision frontale, soit par interaction électrostatique ou coulombienne, ça dépend, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en passant à proximité d'une autre particule, la charge de cette particule va influencer cette particule. Donc elle peut l'expulser, tout simplement parce qu'elles sont de charges opposées, elles peuvent avoir de l'influence l'une sur l'autre. Contrairement aux rayonnements indirectement ionisants, qui sont des particules non chargées, comme les rayonnements gamma, rayons X et les neutrons. C'est-à-dire que ces particules, pour interagir avec la matière, elles vont devoir taper directement dedans. Elles n'auront que des collisions frontales de plein fouet. Elles ne pourront pas interagir en passant à côté. Donc ce sont des interactions non obligatoires, dites balistiques ou statistiques. Maintenant, on va voir le caractère ionisant ou non des rayonnements électromagnétiques. Pour être ionisant, l'énergie doit être supérieure à l'énergie de liaison de l'électron, qu'on appelle Wx, juste ici. Donc Wx, ça peut être pour n'importe quel électron, celui qui sera sur la couche la plus basse ou sur la couche la plus haute, peu importe. Alors, le rayonnement est considéré comme ionisant s'il est supérieur à 13,6 électronvolts. Pourquoi? Parce que 13,6 électronvolts, c'est l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène, donc théoriquement celui qui a le plus bas. Voilà, ce sera rare de voir plus bas, donc on considère qu'au-dessus de 13,6, ce qui est le seuil énergétique, on dit qu'une molécule, qu'un rayonnement est ionisant. On va voir les interactions élémentaires. Donc maintenant, on va voir les interactions élémentaires. Soit un photon d'énergie E inférieur à WI, donc un photon d'énergie inférieur à l'énergie de liaison, mais qui est égal à la différence d'énergie de liaison de deux électrons. Comme ça va un peu rien dire. Mais en gros, vous avez votre électron qui est lié à une couche. Si l'énergie arrivant est supérieure, lorsqu'elle va le percuter, l'électron va lâcher la couche et partir. Donc ça, c'est quand on a une énergie supérieure ou égale. Là, on a une énergie inférieure. Donc, inférieure, il y a deux possibilités. Soit ça arrive, ça percute, et du coup, ça ne fait rien parce que c'est trop peu, ça va juste chauffer la matière, parce que celui-là, il va vibrer. Comme quand on tape dans quelque chose, ça vibre pendant un moment, donc il va faire des mouvements, et les mouvements produisent de la chaleur, mais sans bouger, il va rester accroché. Ou alors, vous avez deux couches, une ici, une ici. Le rayonnement va arriver, percuter votre électron, et l'énergie de cet électron sera égale à cette couche moins cette couche. Donc du coup, l'électron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste changer de couche. Voilà, on va lui donner l'ordre de changer de couche. Il faut que ce soit strictement égal à la différence des deux couches. Donc, je vous dis couche depuis tout à l'heure, donc on va le faire avec les lettres maintenant, ce sera plus clair. K, L, M. Si K égale 2, L égale 8, si vous avez
un rayonnement qui arrive et qui percute votre électron, et que ce rayonnement fait 6, votre électron va tout simplement changer de couche. Facile. Vous avez la démonstration ici, vous avez WI qu'on peut appeler K, WJ qu'on peut appeler L. Un rayonnement qui arrive, qui percute notre électron, et cet électron va donc changer de couche. Alors maintenant, on va voir l'interaction par ionisation, c'est ce que je vous ai expliqué quand c'est supérieur ou égal. L'électron est expulsé, l'électron qui est accroché est expulsé, avec une énergie cinétique T égale h nu moins l'énergie de liaison. C'est-à-dire h nu. Vous avez votre électron, l'énergie incidente qui s'appelle E ou h nu, parce que bon, h nu c'est comment on calcule son énergie, qui va arriver, percuter l'électron est expulsé. Donc en gros, cet électron sera expulsé avec l'énergie restante, vu qu'il était supérieur, il en restera, moins ce qu'il a fallu pour le dégager, pour le détacher de la couche. Donc, H nu, énergie incidente, moins l'énergie de liaison, ça donne l'énergie cinétique de l'électron qui s'en va. Donc, l'énergie absorbée n'est pas quantifiée. Pourquoi? Parce que peu importe, l'énergie incidente peut être très élevée, très faible, l'énergie de liaison peut varier, donc du coup, ce n'est pas quantifié. C'est en fonction de s'il y a deux rayons différents, ce ne sera pas la même énergie cinétique. Alors que dans le cas précédent, l'énergie est quantifiée, parce que ce sera toujours le même écart entre deux couches, ça ne changera jamais. Donc là, on le voit, WI, WJ, l'énergie, l'électron, le photon incident qui va percuter l'électron et l'expulser de l'atome. Donc, l'électron en noir en haut, qui a été expulsé, aura une énergie cinétique T, qui sera égale à l'éclair moins la couche WI. L'éclair, donc le photon incident, moins la couche WI. Maintenant, on va voir les conséquences pour la matière. Alors, la matière, après avoir subi tout ça, donc la matière, c'est un ensemble d'atomes. Chaque atome est composé d'électrons. Après avoir subi tout ça, soit des excitations, soit des ionisations, elle va vouloir retourner à son état fondamental, à son état le plus stable. Donc, il y aura plusieurs techniques. On aura l'émission d'un photon de fluorescence, par exemple. Alors, c'est un peu compliqué, mais en soi, vous allez vite comprendre. Vous avez donc votre électron noir qui est sur la couche bleue, donc WJ. Ça, c'est notre électron qui précédemment a été excité. Au tout début, il était sur la couche verte. Là, il va revenir sur la couche J parce qu'il va finir par s'ennuyer en fait sur la couche J. C'est pas sa place, donc il va rentrer chez lui. Donc il revient sur la couche I, la couche verte. Hop, il reprend sa place. Le rond blanc qui vient de disparaître, c'est ce qu'on appelle une case quantique vide. C'est sa place d'origine. Il reprend sa place d'origine, et en faisant ce mouvement, l'énergie qu'il avait gardée en lui, vous vous souvenez, il était passé de K à L. Donc il avait gardé l'énergie qu'on lui a donnée. Voilà, on lui a donné 6 tout à l'heure, il les a gardés, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, il va falloir les restituer. Donc quand il redescend, hop, il les redonne sous forme d'un photon qui s'en va. C'est ce qu'on appelle un photon de fluorescence. Alors, pour la ionisation, attention, on s'accroche. Nous avons notre point blanc sur WI, c'était la place initiale de notre électron, et notre électron qui est parti. Vous voyez l'électron noir en dessous du mot libre, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Lui, ce n'est pas exactement le même. Ça peut être le même, mais ce n'est pas forcément le même. Ça peut être un électron qui se balade dans la matière comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une case quantique vide sur la couche WI, donc il va venir la combler. Il va venir la combler et il va émettre un photon égal à la couche WI. Si WI est égal à 12, et bien il va émettre un photon de 12 électronvolts. Alors, cette émission, là, on a vu que c'était une émission simple. Soit l'électron retourne à sa place en changeant de couche, soit un électron libre vient combler la case quantique qui était vide. Simple. Là, maintenant, on parle d'émission en cascade, c'est-à-dire que c'est la même étape, mais plusieurs fois pour arriver au même résultat.
Ici, on n'a pas de couches, on en a 3, donc K, L et M. WI, WJ, WH. En fait, ça, c'est les énergies, mais on peut les appeler WI, K séparés. Donc, on avait notre électron initial qui était sur WI. Là, pour cet exemple, on va dire qu'il est passé sur WH. Donc, l'électron qui est sur la courbe rouge, c'était celui qui, au tout début, était sur la courbe verte. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Soit l'électron de la couche rouge va aller directement à la couche verte, et là, on aura émission d'un photon de fluorescence, comme dans le cas précédent. Mais ce qui peut se passer, on a un électron de la couche bleue qui va passer sur la couche verte en comblant la case quantique. Parce qu'il n'est pas concerné dans l'histoire, mais il a vu une case quantique vide. Donc il s'est dit, bon, pourquoi pas, j'y vais, je comble. Ça va émettre un photon de fluorescence. Ce photon de fluorescence sera égal à je ne sais pas combien, on va dire 3. Comment on sait à combien c'est égal? Ce sera WJ moins WI, en valeur absolue toujours. Pardon, WI moins WJ. Parce que celle du bas sera toujours plus énergétique. Par exemple, ce sera moins 13, moins 6, moins 2. Donc, en valeur absolue, 13 moins 6, ça fait 7. Donc, on peut dire que l'éclair jaune sera de 7 électronvolts. Vu que l'électron de la couche bleue est allé sur la couche verte, on va avoir une case vacante sur la couche bleue. Alors, l'électron de la couche rouge va faire pareil. Il va dire, bon, moi, je voulais aller sur la couche verte, mais quelqu'un y est allé à ma place, j'ai juste à prendre sa place et ça revient au même. Donc, il va y aller. Il va combler la case vacante, émettre un photon de fluorescence, qui sera égal, du coup, on avait pris 13, 6, 2, qui sera égal à 4. Et notre atome est stable. Ces électrons sont à la bonne place. Celui qui était sur la couche verte est revenu, pas directement, certes, mais en cascade. Donc, c'est bon. Si vous vous souvenez, on a eu 2 éclairs. Un égal à 7, le premier, et un photon de 4 électronvolts. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc, la bleue étant à 6 et la rouge étant à 2. 6 moins 2, ça fait 4. Donc, on a 7 d'un côté, 4 de l'autre. Si on les additionne, ça fait 11. Imaginons que l'électron soit passé directement de la couche rouge à la couche verte. Donc, de la couche égale à 2 et la couche égale à 13. 13 moins 2, 11. 4 plus 7, 11. Ça revient exactement au même. Alors maintenant, on va avoir après une ionisation. Donc on a notre case quantique vide sur WI, notre électron sur la couche J, un électron sur la couche H, pourquoi pas, et un électron libre. Donc ici, dans le cas de l'excitation, ce sera un atome qui lui sera stable avec la couche K et L, alors que pour l'ionisation, c'est un autre atome qui lui a 3 couches complètes ou 2 couches complètes et une couche semi-complète. Donc ici, on va avoir un électron de la couche bleue, donc de L, qui va aller combler K. Pourquoi? Parce qu'il a vu une case quantique vide, il a dit c'est bon, j'y vais, c'est pour moi. Ça va émettre un photon de fluorescence. Vous l'aurez compris, un électron de la couche rouge va venir combler la couche bleue, émettre un photon de fluorescence. Et puis un électron libre qui va passer par là, va venir combler la couche rouge, émettre un photon de fluorescence. Donc on revient à une stabilité, il n'y a plus de case quantique, tout est bon. Si on additionne les 3 éclairs jaunes, les 3 photons de fluorescence, on obtiendra la même chose que si l'électron libre était directement allé sur WI, sur K. Donc c'est bon, on est tranquille. Alors maintenant, on va voir les émissions d'électrons dogés. Donc ça, c'est sympa quand on comprend. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, on a WI, WJ, WH. On a une case quantique libre sur WI, un électron sur WJ et un électron sur WH. Donc L et M et une case quantique sur K. Là, on est dans le cas d'une excitation, c'est bien la consigne. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer? Déjà, dans ce cas-là, c'était une excitation, je ne l'ai pas précisé, mais je vous le dis à chaque fois, c'était une excitation de I vers J, de K vers L. Donc, là, on n'est pas dans le cas d'une cascade de réarrangement. Pourquoi? Parce que si on a une excitation de K à L,
M ne voit pas la case quantique. Il ne va pas y aller. Il ne va pas traverser tout ça. Il ne va pas s'en mêler dans ces cas-là. C'est vraiment que L qui peut s'en mêler. Alors, si vous comprenez bien la logique, s'il y a une case vacante sur K, il n'y a que les électrons de L qui peuvent y aller directement, ou les électrons de M si c'est une excitation entre K et M. Je ne sais pas si vous voyez, la logique, c'est que s'il n'y a que K et L qui sont concernés, M ne sera jamais concerné. Si c'est une excitation de K à L, on ne touche pas à M. Si c'est une excitation de K à M, on peut toucher K, L, M. Vous voyez? Pour les ionisations, c'est différent. Je ferai un petit récap après. Mais, donc ça, c'est important. Vous allez voir dans les exercices d'entraînement. À chaque fois que je le précise, vous allez comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc là, on est dans l'excitation de K à L, de I à J. Cas classique, l'électron retourne à sa place. Hop, émission d'un photon de fluorescence. Sauf que ce photon de fluorescence, en partant, sans faire exprès, il percute un électron de la couche H, de la couche M. Donc, là, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne touche pas à la couche M. En soi, on ne la touche pas parce que l'électron ne va pas venir combler. Mais le photon partant peut venir le percuter. Donc, cet électron est expulsé. C'est ce qu'on appelle un électron dogé. C'est-à-dire c'est un électron qui a été expulsé par un photon de fluorescence émis lors d'un réarrangement. C'est long comme définition, mais voilà, le professeur aime bien ça. Donc cet électron dogé sera émis avec une énergie cinétique égale à l'énergie du photon émis lors de la réorganisation, du passage de L à K, moins l'énergie de liaison de la couche concernée, ici la couche H ou M. Dans le cas d'une ionisation, donc, et on met tous les électrons, toutes les cases vacantes, pardon, on a une case vacante sur WI, un électron sur WH, donc sur M. Bien sûr, sur L, là en bleu, vous ne les voyez pas, les électrons, mais c'est parce que je ne les ai pas représentés. Ils sont dans les 3 autres quarts du cercle. Hein. On s'en fiche, c'est vraiment pour ne pas vous embrouiller, parce que s'il y a trop d'électrons, vous ne comprendrez rien. Alors, donc là, on a une ionisation de WI, une ionisation de K, toute bête. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Le cas le plus simple, c'est l'effet inverse. Un électron libre vient combler K. Tranquille. Un photon de fluorescence est émis. Il va percuter un électron de la couche M et l'expulser. Cet électron sera émis avec une énergie cinétique égale à l'énergie du photon émis, donc c'est-à-dire à l'énergie du comblement de WI ou de K. Donc ce sera cette énergie moins l'énergie de WH ou de M. Pardon. On peut dire WM d'ailleurs, mais bon, depuis tout à l'heure je dis M, donc je ne vais pas vous embrouiller maintenant. La différence entre photon de fluorescence et électron dogé, elle est définie par cette formule. C'est un rendement, c'est la probabilité d'un photon de fluorescence sur la probabilité d'un électron dogé, égale à oméga I. Ça dépend du Z de l'atome, c'est-à-dire du numéro atomique de l'atome. Plus le numéro atomique sera élevé, plus on aura de chance d'avoir un photon de fluorescence. Plus le numéro atomique sera faible, plus on aura de chance d'avoir un électron dogé. C'est-à-dire, si on est dans le cas d'un carbone, on aura plus de chances d'avoir un électron dogé par rapport à un atome d'iode, qu'il y aura plus de chances d'avoir des photons de fluorescence. Ça n'a pas trop de logique en soi, il ne faut pas trop réfléchir là-dessus parce que on peut se dire oui, mais il y a plus d'électrons, donc du coup, il a plus de chances d'en percuter. Mais non, visiblement pas. Vous voyez, tout ça, c'est des choses que les chercheurs ont observées, pas des choses qu'ils ont cherché à comprendre. C'est des choses qu'ils ont observées, ils ont vu que c'était comme ça. Ça n'a pas de logique, mais c'est comme ça. Les conséquences, enfin pas les conséquences, mais ce qui se passe pour le photon. Donc le photon, il va subir la loi d'atténuation. Vous voyez, entre N0 et la droite dx, on voit que le flux de photons diminue. N0, c'est la population initiale de notre photon. N0 moins dm, c'est le flux sortant de notre population de photons. Donc elle va subir
la loi d'atténuation, qui est égale à n de x égale n0 exponentielle de moins ux. Donc u, c'est le coefficient linéaire d'atténuation, et x, l'épaisseur. Ça peut être égal aussi à n0 exponentielle de moins u sur ρ fois x. Ça va prendre. Il faut juste reconnaître les formules. On peut les appliquer dans un cas, mais vraiment, c'est très, très facile. Vraiment, vous apprenez les formules et ça passe tout seul. En plus, vous voyez que celle-là est gros, les deux ρ se simplifient et on arrive à la formule d'avant. C'est juste que des fois, si on vous donne U sur O, donc le coefficient massique, il faut avoir l'idée de juste multiplier par ρ pour avoir U, le coefficient linéaire d'atténuation. C'est tout. Grâce à ça, on peut définir la couche de demi-atténuation. Qu'est-ce que c'est que la couche de demi-atténuation? C'est une couche suffisamment grande pour diviser par 2 une population de photons. Ça dépendra de la matière. Par exemple, il me faudra plus de papier que de béton pour diviser par 2 un rayon X. Ça paraît logique. Après, des fois, on a des surprises, on ne comprend pas vraiment, mais on a juste à faire avec les valeurs et ça va tout seul. Donc la CDA, couche de demi-atténuation, c'est pour diviser par 2, et c'est égal à ln de 2 sur U, le coefficient linéaire d'atténuation. Donc ln de 2, 0,693, 0,7 divisé par U. On peut réécrire la loi d'atténuation en fonction du nombre de CDA. NK CDA égale N0 facteur de 1,5 puissance K. Soit, comme ça ne veut rien dire, égale N0 sur 2K. Ce qu'il faut retenir, c'est N0 sur 2K. Pourquoi? Si vous avez 4 cm de béton qui atténue par 2 votre rayon X, 8 cm, ça va l'atténuer une fois par 2, 2 fois par 2. Donc 2 puissance 2. Donc ça va l'atténuer par 4. Si vous avez 4 cm, 4 cm, 4 cm, ça va l'atténuer une fois par 2, une fois par 2, une fois par 2. Donc 2 puissance 3. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça va diviser par 8, et ainsi de suite. Vous l'avez là, ici. Donc en gros, on refait. Un rayon incident passe 4 cm de béton, divise par 2, donc il restera 50% de transmis, 50% d'atténués qui ont disparu. Si ça passe 4 cm, 4 cm, on va avoir le rayon incident. 50%, encore 4 cm de béton, 25%. Donc 25% transmis, 75% atténué. Pourquoi? Parce que 100 divisé par 2, 50, divisé par 2, 25. Rayon incident, 4 cm, 50. Encore 4 cm, 25. Encore 4 cm, 12,5. 12,5% transmis, 87,5 atténué. Voilà. Et on continue comme ça autant de fois que possible. Et à partir de 10 CDA, donc 10 fois 4 cm, on considère qu'il n'y a plus de rayon incident. C'est fini. On fait comme s'il n'existait plus. Maintenant, on va voir les mécanismes d'atténuation. Alors, les mécanismes d'atténuation, c'est... Ouais, là, c'est le moment où on fait un petit récap. Alors, au début, on a vu qu'il y avait plusieurs types de photons, de rayonnement électromagnétique. Ces rayonnements électromagnétiques, on a vu qu'ils pouvaient interagir soit par excitation, soit par ionisation. Après, il y avait des conséquences, donc les réarrangements. Après, on a vu que ces rayonnements subissaient la loi d'atténuation. Et là, maintenant, on va voir les mécanismes d'atténuation. Un peu compliqué tout ça. Donc, on va faire étage par étage. Un photon arrive, percute la matière. Il va ressortir de l'autre côté en ayant subi la loi d'atténuation. C'est quoi? Là, il y aura plusieurs mécanismes qu'on va voir. Donc, il y aura l'effet photoélectrique, l'effet Compton, l'effet Thomson-Riley.
Ça va permettre de l'atténuer. Parmi ces mécanismes d'atténuation, par exemple, s'il subit l'effet photoélectrique, il y aura un mécanisme, parce que, bon, on subit l'effet photoélectrique, mais c'est un principe de base, et dans cet effet photoélectrique, il y aura plusieurs interactions, et ça, ce seront les interactions soit par ionisation, soit par excitation, ça dépend. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on a l'atténuation qui se fait par différents mécanismes qu'on va développer, et dans ces différents mécanismes, il y a les interactions qu'on a vues tout à l'heure, les différents types d'interactions. C'est bon? Alors, on a l'effet photoélectrique. Donc, un photon incident d'énergie E égale h nu rencontre un électron et l'expulse de l'atome en lui cédant toute son énergie. L'énergie incident E égale h nu supérieure à WI, supérieure ou égale à WI. L'énergie cinétique de l'électron expulsé, T égale h nu moins WI. Donc là, en gros, l'effet photoélectrique utilise, qui est un phénomène d'atténuation, utilise presque tout le temps le mécanisme de l'ionisation. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, cet effet photoélectrique aura plusieurs conséquences. On les a vues, les conséquences. C'est soit un réarrangement par émission de photons de fluorescence, soit un réarrangement par électron d'Auger. Il y aura aussi que l'électron expulsé va perdre son énergie cinétique par ionisation successive. C'est-à-dire que cet électron va devenir lui-même un rayonnement électromagnétique particulier et il va taper dans d'autres électrons. Pareil pour les électrons de tout à l'heure, c'est juste qu'on n'avait pas dit parce que le prof aime bien tout compartimenter, donc on le voit maintenant. Le rayonnement incident va disparaître au profit de l'électron émis, de l'électron expulsé. Donc son énergie va passer du photon incident à l'électron expulsé. En gros, elle disparaît, se transforme, mais on dit disparaît. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique dépend du numéro atomique. Plus le numéro atomique est élevé, plus on aura d'effets photoélectriques. Elle dépend aussi de l'énergie incidente. Plus cette énergie incidente sera élevée, moins on aura d'effets photoélectriques. Donc inversement proportionnel à l'énergie incidente, à l'énergie du photon incident. Ensuite, on a l'effet Compton. L'effet Compton, c'est que l'énergie du photon incident se partage entre l'électron expulsé et le photon diffusé. L'énergie du photon diffusé, ça va être E égale H nu 2. Alors, on reprend. On a un électron incident, E égale H nu. Il va percuter un électron. Cet électron va être expulsé. Mais la différence avec l'effet photoélectrique, c'est que cet électron expulsé ne va pas prendre toute l'énergie de l'électron incident. Il va en garder et il va continuer son chemin. Donc, il l'éjecte, mais il continue. Donc, le photon qui continue son chemin, on va l'appeler E égale H nu 2, donc E2. Et lui part avec une énergie cinétique égale à H nu 1 moins son énergie de liaison. Donc, H nu expulse l'électron qui est lié à sa couche par WI. Donc, lui, il part avec H nu moins WI. Et là, ce qui reste, H nu 2, continue. Regardez les formules, c'est assez clair. Dans effet Compton, celui qui s'en va prend tout. Dans effet photoélectrique, celui qui s'en va prend tout. Dans effet Compton, il en prend un petit peu et il laisse un photon partir, diffusé. Les conséquences, l'atome se réarrange. Forcément, il y a un électron qui est expulsé. L'atome se réarrange. L'électron va perdre son énergie au cours des ionisations successives. Normal. C'est ce qu'on appelle l'énergie absorbée d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'électron va absorber une partie et l'énergie diffusée, c'est le photon qui continue. Tout à l'heure, dans l'effet photoélectrique, on ne parle pas de absorber-diffuser. Vu que tout est absorbé, on s'en fiche pas mal. Là, on fait la distinction entre absorber, donc c'est celle prise par l'électron, et diffuser, c'est celle qui continue.
La probabilité d'interaction ici ne dépend pas du numéro atomique, elle dépend uniquement de l'énergie du photon incident. Plus celle-ci est élevée, moins on aura de chance d'avoir de l'effet Compton, inversement proportionnel, comme tout à l'heure. On va voir la diffusion de Thomson-Rayleigh. Alors là, préparez-vous, c'est du costaud. Je déconne, c'est hyper simple. C'est juste que le photon incident change de direction sans changer ni d'énergie ni de longueur d'onde. En gros, il se prend un virage. Il avance, il décide de changer, il change. Ça concerne les photons de basse énergie, comme les infrarouges, le visible et les ultraviolets. Rien de plus. Donc, vraiment, ça, vous devez le retenir à la fin du cours. Au moins ça. La création de paires ou la matérialisation. Compliqué à expliquer, mais en soi, c'est très simple. Le photon incident, H nu, va disparaître au profit de deux masses. Un électron, un positon. Donc, H nu arrive et d'un coup, il se sépare. Électron, positon. Qu'est-ce qui va se passer? L'électron va continuer son parcours dans la matière. Il peut émettre des ionisations, des excitations, il fait ce qu'il veut. L'antiparticule de l'électron, qu'on appelle le positon, donc celui d'en bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer son chemin jusqu'au moment où il rencontre un autre électron. Et là, ça va se désintégrer en deux photons de 0,511 mégaélectronvolts ou alors 511 kiloélectronvolts. Ces deux photons vont être émis à 180 degrés l'un de l'autre. C'est tout le temps comme ça. Photon incident se divise en électrons, positons. L'électron s'en va. Le positon rencontre un nouvel électron. Ça se divise en deux photons de 0,511 mégaélectronvolts. Pardon, émis comme ça, hein, pas comme ça. Pas comme ça, on V comme ça à 180 degrés. Hein. Ou alors comme ça, mais toujours à 180 degrés l'un de l'autre. La probabilité d'interaction de la création de paires ou de la matérialisation dépend de l'énergie du photon incident, mais là, ce n'est pas une question de proportionnel ou inversement proportionnel. C'est qu'il faut que le seuil énergétique, le photon incident, dépasse le seuil énergétique qui est de 1,022 mégaélectronvolts. Ça vous rappelle rien, ça? 1,022 mégaélectronvolts, si on le divise par 2, ça fait 0,511 mégaélectronvolts. C'est-à-dire que l'atome sait que s'il veut faire une création de paire, il va devoir, à la fin, produire deux rayonnements de 0,511 électronvolts. Donc, s'il veut faire ça, il faut que l'électron, le photon incident, soit minimum de 1022 mégaélectronvolts. C'est comme si, à la fin, vous savez qu'à la fin du mois, vous devez donner 500 € à Paul et 500 € à Robert. Eh ben, vous vous engagez à faire ça uniquement si vous recevez un salaire égal à 1000 € ou supérieur. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pareil. Il le fait que si on lui donne assez d'argent au début, assez d'énergie. L'importance relative des mécanismes d'interaction. Donc, c'est le prof qui appelle ça comme ça. En gros, c'est juste le schéma des trois effets accumulés, sauf l'effet Thomson-Rayleigh, parce qu'on s'en fiche. On a la courbe verte qui représente l'effet photoélectrique. Donc, comme ça, elle est en dents de scie. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des valeurs qui sont strictement égales, par exemple les changements de couche, et ça fait que ça produit plus d'énergie. Enfin, la probabilité d'interaction est plus élevée. Je ne sais pas pourquoi cette trace en tracé comme ça. Enfin, ça fait un tracé comme ça. Peu importe, vous la reconnaîtrez tout le temps, sauf que cette courbe dépend du numéro atomique. Par exemple, en bas, vous avez à droite celle du plomb, qui est bien en dents de scie comme ça, et celle de l'eau qui est comme ça. Pourquoi? Parce que celle de l'eau, il n'y a qu'un seul électron, et comme elle dépend du numéro atomique, elle va varier en fonction du numéro atomique. En soi, c'est la seule des trois à varier. Vous allez me dire, mais la rouge aussi varie. Pourquoi la rouge varie? Parce que c'est la somme des trois autres. C'est la verte plus la bleue plus la noire, ça donne la rouge. Donc, ne vous inquiétez pas, vous reconnaîtrez toujours celle de l'effet photoélectrique. Celle de l'effet Compton, c'est la bleue, toujours la même fois. Inversement proportionnelle à l'énergie. Plus l'énergie augmente sur la des abscisses, plus la probabilité diminue. La création de paires, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle commence à 1,022.
Et plus l'énergie augmente, plus il y a de probabilité qu'elle se produise. Donc, vous voyez, Compton, création de paire ne changera jamais. L'effet photoélectrique peut varier, mais il y a une petite astuce pour ne jamais se tromper entre celle de l'effet photoélectrique et la rouge, qui est la somme des trois, donc on appelle U total sur ρ, c'est que celle de l'effet photoélectrique sera toujours inférieure à la rouge. Parce que vu que la rouge, c'est la somme des trois, la verte, vu qu'elle n'est qu'un seul élément, elle sera forcément inférieure. Donc les deux peuvent changer de forme. La plus basse sera l'effet photoélectrique, la plus haute sera la somme des trois. Voilà. Du coup, c'est la fin. Et je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Vous avez une vidéo YouTube avec tous les cas de figure possibles pour les arrangements pour chaque type d'excitation-ionisation. C'est-à-dire pour la ionisation de K à L, je vous ai fait une vidéo sur tous les réarrangements possibles. Pour la ionisation de M, je vous ai fait une vidéo sur tous les réarrangements possibles. Vous avez aussi une fiche qui explique ces réarrangements, mais sous forme de schéma. Vous allez avoir aussi un DM d'application pour vous entraîner, pour voir à quoi ressemblent les QCM. La correction de ce DM, forcément. Et après, bon, on aura, je pense que ma coach vous en a parlé, la séance d'application, là où vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à en poser sur le forum avant ou même après, si jamais on n'a pas le temps. Et voilà. Bon, des bisous, travaillez bien et à bientôt.